Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement et évidemment si mes vidéos vous plaisent. Donc là, cette vidéo-ci sera sur l'effondrement inéluctable des États-Unis, à tous les niveaux d'ailleurs. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, nulle surprise, car j'avais déjà fait deux vidéos sur le sujet, même si il est vrai, ces deux vidéos ont plus d'un an et demi, et oui, elles commencent à dater. Alors pourquoi je refais une vidéo sur ce sujet? Parce que les youtubeurs ne peuvent plus voir mes anciennes vidéos. Et oui, vu que c'était sur ma chaîne Analyse du Monde qui a été supprimée par YouTube, donc vous ne pouvez les voir que sur Odyssée maintenant, ma chaîne Odyssée, qui n'a pas de censure. Bon, là j'ai décidé de refaire une vidéo sur l'effondrement des États-Unis en reprenant une partie de mes deux précédentes vidéos et aussi en la remettant un petit peu au goût du jour avec un extrait d'un entretien d'Emmanuel Todd qui parle justement de cela. Alors comme Emmanuel Todd est très en vogue en ce moment, donc j'ai repris un extrait de ce personnage qui est très intéressant puisqu'il dit beaucoup de vérité. Donc j'ai décidé de l'insérer dans cette vidéo. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je refais une vidéo un an et demi après sur l'effondrement des États-Unis? Ben parce que là, c'est plus criant que jamais. Parce qu'il y a plus d'un an et demi, quand j'avais fait ces deux vidéos, j'ai été un petit peu le pionnier. Personne ne regardait les signes avant-coureurs de l'effondrement des États-Unis. Et moi, j'avais fait un panorama complet, c'est-à-dire au niveau sociétal, au niveau militaire, au niveau économique, même au niveau météorologique. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette vidéo. Donc bref, sur 5 thèmes, vous verrez 5 thèmes concernant les États-Unis. Donc j'avais donné un aspect global de cet effondrement. Alors évidemment, maintenant, là qu'on parle de l'Ukraine, c'est plus criant puisque avec la guerre en Ukraine, on a vu un effondrement militaire des États-Unis que je vous ai démontré dans plein de vidéos avec des articles du Washington Post, du New York Times, de journaux étrangers comme Al Jazeera ou Global Times, qui est un journal chinois, mais aussi d'Hindustan Times, qui est un journal indien. Bon bref, vous savez, vous me connaissez maintenant, vous savez très bien que quand je fais une assertion, elle est toujours appuyée par des articles des plus grands journaux du monde, donc aussi du Financial Times, du Wall Street Journal. Bon bref, vous me connaissez, donc je ne vais pas vous faire la liste de tous les journaux que j'utilise. Mais bon bref, voilà, donc ça, on en parle maintenant à cause de la guerre en Ukraine. Alors je vous l'ai dit, principalement à cause de deux sujets. Donc le premier sujet, c'est le sujet militaire qui est criant, mais aussi le sujet sociétal qui influe sur le côté militaire avec le wokisme. Récemment, j'ai fait deux vidéos sur la médiocrité, l'effondrement aussi de l'armée américaine, spécifiquement sur ce point-là. J'ai fait deux vidéos assez récentes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Bon bref, cette vidéo va être en plusieurs parties, donc on va commencer par l'extrait d'Emmanuel Todd. Ensuite, vous aurez mon analyse fine sur tous les facteurs importants qui amènent à cet effondrement inéluctable des États-Unis. Et enfin, vous aurez quelques reportages qui sont passés à la télé concernant l'effondrement des États-Unis. Donc c'est très intéressant parce que vous allez voir cet effondrement sur plusieurs angles. Vous allez le voir sous mon angle, mon analyse, et enfin via des reportages télé. Je pense que ça va être très intéressant pour vous. En tous les cas, je l'espère. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Il n'y aura pas de conclusion après tout cela. Donc si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas, un petit pouce, un abonnement,
un commentaire. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour les youtubeurs afin de ne rien manquer, éventuellement un petit don, lien dans la description si mes vidéos vous plaisent. Voilà, et comme toujours, bien sûr, soyez curieux. J'ai tiré quand même de ces événements les premières réactions américaines. Les premières réactions américaines aux événements de Gaza ont été conformes, si on peut dire, aux conclusions du livre. Les conclusions, ce post-script, il s'appelle le nihilisme américain, la preuve par Gaza. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les premières réactions américaines ont été pour envenimer le conflit. Envenimer le conflit. C'est-à-dire empêcher le passage à l'ONU des motions appelant à un cessez-le-feu. Envoyer des porte-avions, déclarer un soutien inconditionnel à Israël, donner à Israël le sentiment que tout était permis. Vous voyez? Tout ça a été fait, vous dites, pour parce que, en fait, je pense, il y a une analyse, dans un chapitre qui s'appelle La bande de Washington. Moi, j'ai pas lu que Poutine et Lavrov. Oui. J'ai lu aussi les géopoliticiens américains. Et ce qui est frappant, c'est la médiocrité de leur production intellectuelle maintenant. Et j'étudie en détail le fonctionnement du milieu géopolitique américain à Washington. Et ce qui est clair, c'est il faut abandonner l'hypothèse que la politique extérieure américaine est rationnelle et raisonnable. Il faut comprendre que dans le nihilisme américain, il y a, indépendamment de l'intérêt des États-Unis, indépendamment de la volonté des Américains, qu'on pourrait dire rationnelle, par exemple, de maintenir la séparation entre l'Allemagne et la Russie, il y a aussi une pulsion nihiliste de préférence pour la violence et pour la guerre. Partout où ils sont, les Américains encouragent la guerre et nous devons d'urgence cesser de penser la politique de la première puissance mondiale comme rationnelle et raisonnable. En fait, la conclusion du livre est bizarre pour un livre de prospective. Je veux dire, comme on ne peut pas prévoir les réactions américaines, tout est possible. Vous admettez pour un prospectiviste terminé par tout est possible. Et ce qui est passé à Gaza, c'est ça, vous dites au fond? Et à Gaza, on a eu la preuve, préférence immédiate pour la violence. Immédiate. C'est-à-dire, au fond, le soutien à Israël? Oui, mais les gens pensent que c'est le soutien à Israël. Mais moi, je pense qu'à un niveau... Mais les Américains se contrefichent d'Israël. Ils n'ont pas du tout d'idée de la réalité de la société israélienne. Ils ne voient pas du tout qu'en Israël, il y a 1 million de citoyens israéliens qui sont en fait d'origine russe. Ils ne voient pas qu'en Russie, il y a 100 000 citoyens israéliens, qu'il y a des liens humains entre la Russie. Ils se contrefichent de la réalité humaine d'Israël. Mais ce qu'il y a chez les États-Unis, c'est, je pense, une préférence pour la guerre. Oui, mais... L'effondrement inévitable des États-Unis. Ne pas oublier de voir les liens dans la description. Introduction. Les États-Unis est un pays qui, à un moment donné, à force de coercition internationale, de propagande massive et permanente, de contrôle des médias et des cinémas occidentaux et d'énormes puissances économiques et militaires, avait imposé sa toute-puissance et surtout avait écrasé l'URSS. Chronologiquement, les États-Unis ont réussi à accomplir 2 faits exceptionnels qui les propulsa au rang de superpuissance incontestée. D'abord, après la Deuxième Guerre mondiale, ils imposèrent leur plan Marshall et avec l'aide de l'Angleterre imposèrent aussi la construction de l'Europe avec pour objectif de faire des États-Unis d'Europe. Ainsi, les Américains voulaient une Europe unie sous une même entité afin qu'ils puissent la contrôler aisément. Ainsi, ils assujettiraient toutes les nations européennes afin que les États-Unis puissent, comme déjà dit, contrôler facilement cette Europe qui était vue comme un ennemi potentiel, un concurrent éventuel, et donc qu'il fallait mater pour faire d'une pierre 2 coups, la réduire à sa merci militairement et aussi économiquement. Le plan se déroula sans accroc. Voir lien dans la description pour connaître exactement comment l'Union européenne s'est construite. Ensuite, ce fut le démantèlement de l'URSS.
Celui-ci était vu comme impossible, car l'URSS était une superpuissance, encore plus puissante en réalité que les États-Unis, étant donné ses ressources gigantesques en hommes, en pétrole, en gaz, en minerais, et la qualité de ses scientifiques et ingénieurs. Les États-Unis prirent donc le problème indirectement et déstabilisèrent l'URSS de l'intérieur. Ils furent certes aidés par une mauvaise gestion du pays, par les présidents soviétiques eux-mêmes. Subrepticement, ils réussirent d'abord avec Mikhail Gorbatchev, qui, influencé par les sirènes américaines, s'occidentalisa et voulut mener son propre pays dans cette occidentalisation. Il ne chercha même pas à essayer de réformer son pays en réduisant les gaspillages énormes, la corruption et le budget colossal du complexe militaro-industriel qui ponctionnait une grande partie du budget de l'État. Non, il milita pour un capitalisme général et une occidentalisation forcée, comme si cela était une urgence. Boris Eltsine, lui, alcoolique notoire, totalement incompétent et ne voyant que ses intérêts personnels, ce qui n'était pas le cas de Gorbatchev qui préférait les intérêts russes avant les siens, même s'il se fourvoyait. Donc Eltsine, lui, fut carrément sous influence américaine, pour ne pas dire un piou corrompu. Ainsi, les États-Unis firent un coup de maître en abattant l'URSS de l'intérieur grâce à leur cheval de Troie. En effet, Eltsine fit l'impensable en détruisant lui-même officiellement son propre pays, sans raison valable connue à part celle donnée au monde et typiquement américaine, à savoir l'autodétermination des peuples, ce qui donna les États de la CEI et le morcellement de l'URSS. De cette action terrible et de haute trahison, l'URSS nouvelle tomba dans un abîme de pauvreté et d'inflation et de superpuissance, passa au statut peu enviable du plus grand pays du tiers-monde. Cet enfer dura 10 ans, jusqu'à ce qu'un certain Vladimir Poutine succède à Eltsine et redresse miraculeusement le pays. Les 5 domaines analysés qui expliquent tout: environnement, ressources, économie, militaire et société. Environnement. Catastrophe climatique qui donne tous les ans aux États-Unis des sécheresses chaque année plus terribles. On dit même que la Californie deviendra tout simplement inhabitable dans une vingtaine d'années. Les nappes phréatiques, surtout à l'ouest, sont régulièrement taries, faisant que l'irrigation agricole est de plus en plus problématique. Les récoltes sont en effet chaque année partout aux États-Unis de moins en moins importantes. D'autant plus que plus la sécheresse est grande, plus il faut de l'eau. Le cercle est vicieux. Les puits de gaz et huile de schiste réalisés par fracturation hydraulique consomment une quantité d'eau immense, ainsi qu'une quantité de produits chimiques immense. Or, une fois le puits vide, il reste une vaste zone de terre stérile pour des décennies. De plus, il faut des milliers de camions qui font des allers-retours pour acheminer l'huile de schiste. Enfin, il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de puits dans ce beau pays. Imaginez-vous l'ampleur incroyable du désastre. Bref, une absurdité totale sur le plan écologique. Et présentement, l'Europe approuve totalement pour éviter un peu ces manques de ressources dus aux sanctions qu'elle a elle-même faites à la Russie. Nous sommes dans le délire le plus complet, mais évidemment, ces actions délirantes ont un but précis et ne découlent pas de l'incompétence ou de la bêtise. Ressources. Exploitation déraisonnable du gaz et huile de schiste, pollution, gaspillage hallucinant, ressources tellement pillées et tellement massivement que le manque de ressources est déjà très important dans tous les domaines, et même l'eau. Juste un seul exemple pour le gaspillage du pétrole. L'exploitation des puits de gaz de schiste demande des milliers de camions par puits, donc consommant une quantité d'essence hallucinante. Or, l'essence vient du pétrole. C'est totalement absurde. Ces manques de ressources obligent ce pays à importer toujours plus. Et des ressources de base, vitales pour la survie des États-Unis, comme le blé, l'engrais, l'uranium, le titane, le pétrole, les métaux rares indispensables pour tous les types de batteries et la haute technologie, etc. À noter que pour le pétrole, fait amusant,
Les États-Unis, qui ont fait un embargo sur le pétrole avec la Russie, en importent quand même énormément de Russie, plus qu'ils ne le faisaient avant l'embargo. C'est assez drôle. Économie. Pour remettre les États-Unis d'aplomb, l'administration Biden prévoit de dépenser 6 000 milliards de dollars, tellement l'état de l'Amérique est catastrophique, très aggravé par la seule crise sanitaire. Depuis les années 1960, il faut savoir que les États-Unis se financent avec la dette. Les frais de scolarité ont été multipliés par 4 depuis 2007. La dette en 2021 est de 28 800 milliards de dollars, alors que la limite de la dette avait été fixée à 28 400 milliards de dollars. Limite théoriquement indépassable normalement, où il n'est plus possible que l'État demande crédit, que la planche à billets fonctionne, qu'il emprunte au marché, ou encore que l'État emprunte aux banques, même aux banques centrales. Limite déjà extrême pourtant, qui a été augmentée 80 fois depuis les accords de Bretton Woods et la fin de la convertibilité du dollar en or. Mesure qui déjà ouvrait grand la porte aux abus à venir, puisque ces mesures reviennent à dire que vous pouvez voler l'argent du magasin, la police n'interviendra pas. Cependant, techniquement, cette limite pourrait être encore repoussée si les démocrates et les républicains votent pour cela, mais il n'en est pas question pour l'instant. Il faut savoir que cela est fait pour maintenir la confiance des investisseurs et des actionnaires, ainsi que du marché, et aussi pour éviter d'avoir recours à l'endettement de manière déraisonnable, enfin pour protéger l'économie des Américains eux-mêmes. Donc, ce plafond fixé qui est remonté régulièrement est un plafond qui ne devrait jamais être atteint. En cas de dépassement de limite, les administrations sont fermées. Les retraités et les fonctionnaires ne sont plus payés, pour ne parler que des plus graves conséquences, car il y en a bien d'autres. Cela s'appelle un shutdown. Rien qu'en 2018, il y en a eu 3. Cela n'arrive qu'aux États-Unis. Il y en a eu 2 autres, un en 1995 et un en 2013, pour ne parler que des plus proches. Mais le plafond ne peut pas être revu constamment à la hausse, car sinon cela voudrait dire que les dettes n'ont aucune conséquence et que les dépenses peuvent aller à l'infini, ce qui est faux, car trop de dettes ont de lourds effets qui, si rien n'est fait, peut mener le pays au défaut de paiement, ce qui mène le pays à son effondrement final. Depuis 1990, la dette des États-Unis a été multipliée par 8, alors que son PIB ne le fut que de 2,5. États-Unis, le deuxième pays le plus pollueur du monde et le pays le plus endetté du monde, avec 19% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, ce qui est le pire score de tous les pays développés. Il faut le savoir. Ensuite, il faut ajouter des dépenses militaires folles, s'élevant cette année 2022 à 830 milliards de dollars. Puis, il y a la dédollarisation du monde, à cause du dollar qui s'effondre, puisque c'est une monnaie qui n'est pas fiable, basée uniquement sur la puissance d'influence américaine sur l'économie mondiale, qui avait été forcée et imposée par les États-Unis dès l'après-guerre. Or, le conflit en Ukraine a marqué le fait que les États-Unis s'arrogeaient le droit de geler des avoirs financiers d'un autre pays, voire de prendre ces mêmes avoirs, ce qui constitue un vol manifeste et un abus terrible des pouvoirs américains. Ce faisant, ils se sont tirés une balle dans le pied, puisque montrant à tous qu'ils n'hésitaient pas à utiliser leur force pour mater tous les pays rebelles qui ne s'agenouilleraient pas devant leurs demandes ou ordres. Ainsi, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie se tournent de plus en plus vers le yuan chinois, voire même plus tard le rouble, pour s'adosser à une monnaie qu'ils savent fiable et non assujettie à un caprice de président américain qui, pour des raisons purement égoïstes, voudrait geler les avoirs étrangers, voire carrément les voler. Ces pays-là ne veulent plus craindre que leurs avoirs puissent échapper à leur contrôle, si jamais ils désobéissaient ou ne plaisaient tout simplement plus aux États-Unis, pays d'une arrogance et d'un sentiment de toute-puissance énorme. Souvenons-nous des menaces faites à la BNP par les États-Unis,
qui, pour punir cette banque qui avait osé continuer à faire affaire avec l'Iran, dut payer 9 milliards d'euros aux États-Unis pour éviter le courroux américain qui menaçait la BNP de leur bloquer tout le marché américain. La BNP paya tout, malgré des menaces américaines tout à fait illégales et arbitraires, de punir tous ceux qui feraient affaire avec l'Iran. D'ailleurs, le fait que ce pays soit de plus en plus tyrannique et applique des sanctions et des blocus à tous les pays qui ne leur plaisent pas, montre un état de faiblesse énorme sur le plan de la morale, de l'éthique, de l'honneur et de la justice, par conséquent perdant tout respect du monde, et donc en vient aux deux seuls moyens qui restent à une brute, c'est-à-dire les menaces et la violence. Militaire. Progressisme renforcé au sein des armées, manque de qualité et d'innovation, budget délirant, gaspillage fou, médiocrité des dirigeants d'entreprises militaires qui dépensent sans compter, car sachant que l'État sera toujours là quoi qu'il arrive pour les renflouer. Demande d'objectifs irréalisables aux ingénieurs juste pour avoir le marché. Et puis avec un État si incompétent qu'il ne demande pas plusieurs avis indépendants, mais accepte la dorure purement commerciale comme si c'était vrai. Complexe militaro-industriel dirigé directement par l'État profond. Enfin, conflit d'intérêts et corruption énorme, mais ces deux défauts majeurs sont la norme depuis plus d'un siècle dans ce secteur, tout comme dans le secteur de la santé et en particulier des grands groupes pharmaceutiques. Société. Progressisme ou wokisme partout, cancel culture, liberté d'expression attaquée de tous côtés, pauvreté galopante, inégalité sociale grandissante, universités et grandes entreprises étouffant littéralement toute voix discordante qui ne soit pas dans la bien-pensance officielle, en allant même directement au licenciement. Racialisation de la société imposée à l'origine par les démocrates américains et qui atteint maintenant tout l'Occident. Tous les Noirs devraient se comporter comme des victimes opprimées par les Blancs, et les Blancs doivent se sentir coupables et se repentir en faisant de la discrimination positive extrême. État devenu tyrannique à l'image des grands pays européens comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Italie. État qui utilise la fraude électorale massive comme arme suprême pour mettre ces gens au pouvoir, dont les deux cas emblématiques prouvés sont les fraudes de George W. Bush et surtout de Joe Biden. N'oublions pas la France avec Emmanuel Macron à son second mandat et qui a été prouvé en images grâce à France 2 qui avait donné les résultats des élections en images à 21h et donnant Marine Le Pen gagnante avec 400 000 voix de plus que Macron, voir lien dans la description. Enfin, la tyrannie mondiale des États-Unis, aussi bien sur le plan militaire, sociétal et économique, faisant des ingérences grossières dans les États étrangers quand ils ne bombardent pas carrément le pays pour en prendre les ressources. Cette politique isole de plus en plus les États-Unis qui ont perdu tout respect et sont vus comme des tricheurs, des brutes et des voleurs sans foi ni loi. Conclusion. L'Amérique tombe. Progressisme, wokisme, cancel culture, criminalité et pauvreté énorme toujours en augmentation, liberté d'expression qui disparaît. Un comble dans un pays qui a son premier amendement dans sa constitution. Obligation vaccinale, corruption et conflits d'intérêts hallucinants, inégalité sociale de plus en plus marquée et endettement vertigineux à cause de sa politique vaccinale, de son gaspillage incroyable de l'argent public et de son complexe militaro-industriel, avec cerise sur le gâteau, un budget militaire 2022 de 830 milliards de dollars, soit plus que les 20 premiers pays de la liste cumulée. Enfin, n'oublions pas que les États-Unis est le seul pays ayant créé toutes les guerres du monde après 1945, a créé le terrorisme international islamiste à cause de leur guerre en Irak, et l'a à nouveau exacerbé avec le terrorisme d'État du 11 septembre 2001 sur leur propre territoire. Les nations du monde l'ont bien vu et le savent très bien.
C'est l'éléphant au milieu de la pièce que personne n'ose montrer du doigt et encore moins critiquer. Les États-Unis sont une aberration totale qui use et abuse de manière extrême de sa puissance économique et militaire et écrase tout pays du monde par sa propagande, son influence agressive et ses actes coercitifs sur tous les récalcitrants. Tout autre pays qui aurait fait le 10e aurait été voué à la destruction, car représentant clairement le mal. Les États-Unis s'en sortent grâce à leur influence médiatique colossale tous azimuts, télé, radio, journaux, cinéma et Internet. Ainsi les gens sont trompés, hypnotisés, leurrés, permettant la fabrique du consentement, permettant le contrôle de leurs esprits. Sans compter une langue, l'anglais, qui, à force d'être imposée partout, a fini par devenir la langue obligatoire à connaître. Ce dernier point démontre le spectre d'influence des États-Unis dans absolument tous les domaines, et la langue n'y échappe pas. Mais cette influence s'effrite, car la terrible mainmise de ce pays sur le monde occidental a aussi montré toute sa laideur, sa perversion, sa décadence, et montre clairement à tous le déclin inévitable et rapide des États-Unis. Au début des années 1990, la fin de l'URSS fait des États-Unis la seule superpuissance mondiale. Sur le plan idéologique, les valeurs américaines de liberté économique et de démocratie représentative triomphent à l'échelle planétaire. Les États-Unis apparaissent comme une hyperpuissance capable de réorganiser le monde autour de la démocratie et du droit, comme en 1918 ou en 1945. Pour parvenir à une telle puissance, les États-Unis vont s'appuyer sur un concept simple et efficace, le soft et le hard power. Le soft power est un concept qui signifie force douce. Il s'agit pour un État d'user de ses capacités d'influence et de séduction pour faire avancer ses intérêts géopolitiques. Dans le cas des USA, le soft power est utilisé avec Hollywood et les séries qui vont influencer le monde avec la culture et le mode de vie américain. Il y a aussi l'acceptation de la grandeur des USA par les renommées technologiques telles que Apple, Microsoft ou Facebook. Enfin, nous pouvons aussi citer les prestigieuses universités américaines qui caracolent dans le top 10 des plus grandes facultés au monde. Mais pour imposer leur domination, les USA ont besoin de brutalité pour intimider les autres pays. C'est le rôle précis du hard power. Ce concept signifie force brute. Il s'agit pour un État d'user de ses forces militaires pour faire avancer ses intérêts géopolitiques. Pour soumettre un pays, les États-Unis ont tout ce qu'il faut pour employer la manière forte. Ils ont une place prééminente qui pérennise leur incontestable influence sur les relations internationales. Le dollar est la plus grande réserve de change au monde. Le système de messagerie internationale SWIFT est sous leur domination et enfin, au niveau militaire, ils peuvent écraser n'importe quel pays grâce à leur armée déployée partout dans le monde. Tous ces signes de domination que l'on vient de vous décrire fait des USA un empire. Comme tout empire, les États-Unis subissent les phénomènes que les empires avant lui, à savoir l'essor et le déclin des grandes puissances. L'Empire romain, l'Empire britannique, l'Empire ottoman ou encore l'URSS ne sont que quelques puissances qui ont suivi un schéma précis. Tout d'abord, l'essor, par la richesse, la puissance militaire et la capacité d'imposer des décisions aux autres. Puis vient l'hégémonie au moment où l'Empire est à son apogée. Ensuite vient le moment lent et douloureux du déclin. L'Empire perd petit à petit ses conquêtes, n'arrive plus à imposer sa vision du monde aux autres et perd de son influence mondiale. Enfin, une fois le déclin terminé, c'est la fin et le démantèlement de l'Empire au profit d'un autre empire qui le remplace. Ce cycle, les États-Unis sont en train de le subir jour après jour et vous en êtes les spectateurs. Actuellement, les États-Unis en sont là, sur le déclin de leur puissance. Nous allons vous démontrer au travers de cette vidéo plusieurs symptômes qui démontrent que les États-Unis sont déjà dans une phase lente et progressive du déclin connu par tous les empires. Pour mesurer le déclin américain, nous allons prendre plusieurs indicateurs qui constituent la puissance d'un empire et les analyser. L'un des indicateurs les plus importants est l'économie.
En 1960, la part des États-Unis dans le PIB mondial s'établissait à 50%. Depuis lors, ce chiffre a été divisé par 2, tombant à 24,4% en 2021. Le groupe financier américain Bloomberg a rapporté l'année dernière que les États-Unis représentaient environ 40% de l'économie mondiale en 1960, mais ce chiffre a maintenant fortement chuté et atteindrait près de 14% d'ici 2024. Mesuré en parité de pouvoir d'achat, le poids du PIB américain a fondu de plus de 8 points de pourcentage au cours des 50 dernières années, celui de l'Union européenne de 8 points, alors que celui de la Chine a bondi de près de 14 points. Évidemment, cette chute et ce déclin s'est fait au profit d'autres puissances comme la Chine, la Russie ou l'Inde. Cette perte de poids des USA dans l'économie mondiale se fait même ressentir dans les institutions internationales. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est fortement influencée par les décisions de la Chine depuis son entrée en 2001. Pareil pour l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, fortement influencée par la Chine avec la domination internationale de Huawei et son avance sur le déploiement de la 5G. L'ONUAA, pour Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, aussi très fortement influencée par la Russie et la Chine. Même si la Chine n'influence pas certaines organisations, elle tente de leur faire concurrence. Par exemple, elle tente de devancer le FMI en accordant des prêts plus avantageux que ceux du FMI, rendant certains pays dépendants de la Chine et non plus du FMI qui est fortement influencé par les États-Unis. Cette influence, les USA la perdent petit à petit. Par exemple, si l'on regarde les pays ayant suivi les États-Unis sur les sanctions contre la Russie, seuls les pays occidentaux l'ont fait, avec des exceptions comme la Corée du Sud, Taïwan ou le Japon. Cela représente environ 40 pays sur 193, soit moins de 20% de la population mondiale. Même l'Arabie Saoudite, qui avait l'image d'une 51e étoile du drapeau américain, semble s'affranchir des USA. Souvenez-vous. Lors de la visite de Biden en Arabie Saoudite, au mois de juillet, le prince héritier Mohammed Ben Salman a clairement fait savoir aux USA qu'ils n'augmenteront pas leur production de pétrole. Cette perte d'influence autour des matières premières du Moyen-Orient fait peur aux USA. Biden a même déclaré « Les États-Unis ne se détourneront pas du Moyen-Orient en laissant un vide que pourraient remplir la Chine, la Russie ou l'Iran. » Et cette peur est largement justifiée lorsque l'on voit que l'Irak a totalement échappé aux Américains au profit des chiites iraniens ou encore la débâcle en Afghanistan au profit de la Chine. Même la confrontation contre la Chine n'est absolument pas claire. Sous Obama, les USA dirigent leurs efforts contre la Russie. Puis sous Trump, la priorité est mise sur la Chine, pour au final, sous Biden, lutter contre les deux à la fois. Clairement, les USA ne savent plus sur quel pied danser. Niveau militaire, ce n'est pas mieux. Ayant un budget militaire supérieur aux 9 pays qui l'étalonnent dans le classement, les USA rencontrent de nombreux problèmes. Le problème le plus emblématique est le F-35. Très en retard, très critiqué également, le programme de recherche et de développement du F-35 est un véritable gouffre financier. Bloomberg rapporte ainsi un coût de 428 milliards de dollars, soit près de 400 milliards d'euros. De plus, près de 873 problèmes seraient encore à régler et de nouveaux bugs étant découverts à chaque fois que d'autres sont éliminés. Certaines failles de cybersécurité importantes n'ont par ailleurs toujours pas été résolues. En juin, le Government Accountability Office, GAO, sorte de Cour des comptes américains, publiait un rapport assassin calculant que seuls 50% environ des F-35 ou F-22 américains étaient prêts au combat. Pendant que la Russie est en train de montrer aux yeux du monde entier les redoutables missiles hypersoniques en Ukraine, les USA accusent un gros retard dans ce domaine. À titre de comparaison, les Russes maîtrisent cette technologie depuis 2018 et possèdent 7 types de missiles hypersoniques. Les USA ont procédé à leur premier test seulement au mois de septembre 2021 et ont réussi leur second test au mois d'avril 2022. Il est à noter que la Chine les maîtrise également. Malgré un budget militaire largement supérieur à celui de la Chine et de la Russie, les USA rencontrent de plus en plus de problèmes sur le plan militaire. Heureusement pour eux, il leur reste encore la domination du dollar grâce au contrôle du système de messagerie internationale SWIFT, ainsi que l'extraterritorialité du dollar. Depuis plus d'un demi-siècle, le dollar américain domine en tant que monnaie de réserve internationale.
Cette hégémonie, vigoureusement protégée, permet aux États-Unis de soumettre nombre de pays à leur politique et à celle de leur banque centrale. Mais plusieurs événements récents ont donné naissance à un mouvement de dédollarisation qui ne cesse de grandir, notamment depuis le conflit ukrainien. L'exclusion des banques russes du système SWIFT à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine était prévisible. Le gel des avoirs de la Banque centrale l'était beaucoup moins. Cette décision risque d'accroître la défiance des pays étrangers vis-à-vis de Washington. À cause de cet abus du dollar et notamment vers la Russie, il était temps pour la Chine et la Russie de sécuriser leurs transactions internationales. La Russie a mis en place une messagerie interbancaire propre, le SPFS, pour ne plus dépendre du système SWIFT dominé par les États-Unis. La Chine emprunte le même chemin avec son propre système, le CIPS. La connexion entre ces systèmes chinois et russes est envisagée, de même qu'est poussé le développement d'un système commun aux BRICS. En 2013, 95% des ventes d'hydrocarbures de la Russie envers les BRICS s'échangeaient en monnaie américaine. En 2021, c'est moins de 10%. Il y a même des rumeurs de plus en plus persistantes que l'Arabie Saoudite abandonnerait progressivement la vente de son pétrole en dollars au profit du yuan chinois. Tout cela commence à se ressentir. Alors que le dollar représentait 66% des réserves mondiales en 2014, il ne représente désormais plus que 58,8%. Enfin, il est aussi important de parler des USA et de l'intérieur, car ils dépensent une fortune pour maintenir leur domination, mais négligent leur propre pays, qui dans certains endroits tombe en ruine. Ce qui rappelle fortement les infrastructures de l'URSS sur les dernières années de leur existence. Au cours des dernières décennies, de nombreux signes montrent l'affaiblissement des États-Unis. La crise économique de 2008 a fortement affecté l'économie américaine et remis en cause le consumérisme, base de l'économie américaine. Le poids des États-Unis dans l'économie mondiale avait déjà tendance à reculer depuis les années 1950. La montée en puissance de l'économie chinoise affaiblit l'économie américaine et rend les États-Unis très dépendants du cours du yuan. La politique sécuritaire d'intervention en Afghanistan et en Irak qui a montré ses limites. Cependant, même si les USA sont dans une phase de déclin, il faut relativiser. Les USA domineront encore jusqu'à la fin du siècle. L'armée reste présente et supérieure en nombre. Le dollar demeure encore une valeur refuge. Les pays émergents craignent toujours l'extraterritorialité du dollar et le pouvoir de SWIFT. Le pétrodollar permet aux USA d'inonder le monde de leur monnaie. Les USA ont les principales places boursières et possèdent les plus grandes entreprises de la tech avec les GAFAM. Les USA ont même pris conscience de leur retard sur la technologie des semi-conducteurs ainsi que leur dépendance aux pays asiatiques. Enfin, la dette n'est pas un problème pour eux tant que les pays du monde demanderont du dollar pour les échanges internationaux. Au final, les USA sont à l'image de leur président. Vieux, fatigués et séniles, ne sachant plus quelle direction donner à la première puissance mondiale. Doivent-ils lutter contre la Russie ou bien contre la Chine américaine ? Imaginer les États-Unis, c'est bien souvent penser à la skyline rutilante de New York, rêver au mythique pont de la Californie ou encore aux ingénieuses technologies de la Silicon Valley. Mais derrière la façade hollywoodienne, le pays se fissure. Les ponts rouillés s'effondrent régulièrement comme ici à Miami, 6 morts au total. Les voies ferrées hors d'usage font dérailler les trains, les routes, elles, tombent en morceaux. En janvier dernier, dans la ville de Pittsburgh, la partie centrale de ce pont vieux de 50 ans s'est effondrée sur elle-même. Aucun mort, mais une dizaine de blessés. Ces riverains estomaqués empruntaient régulièrement le pont. C'est tellement choquant. Maintenant, j'ai peur de prendre les ponts à Pittsburgh. L'édifice avait pourtant été révisé quelques mois auparavant. Mais faute de moyens, pas de grosses réparations, car ici, 20% des coûts d'entretien et de maintenance sont assumés au niveau local. Les 80% restants proviennent du gouvernement fédéral. Pour le responsable du comté, difficile donc de faire quoi que ce soit si l'État ne met pas la main à la poche. Je pense que ça illustre bien le besoin d'investissement aux États-Unis, dans nos routes, nos ponts, nos canalisations, juste des infrastructures essentielles qui ont été négligées pendant des décennies. Même en revoyant ses ambitions à la baisse, c'est ce qu'a réussi à faire voter Joe Biden en visite ce jour-là à Pittsburgh. 1200 milliards de dollars pour réparer les ponts, les routes et fournir à tous les Américains l'un des besoins les plus primaires, l'accès à l'eau potable.
Dans un des comtés les plus pauvres du Kentucky, à chaque fois que Barbiane Ménard ouvre son robinet, L'eau claire provient d'une bouteille et l'eau qui est blanche, c'est celle du robinet, celle de notre comté. son eau ressort blanchâtre avec des petites bulles qui s'évaporent progressivement. En cause, un taux trop élevé de fer et d'aluminium, dû en partie à des canalisations et un système de traitement d'eau trop vétuste. Si le comté assure que l'eau est potable, il recommande tout de même pour les femmes enceintes et les personnes âgées d'éviter de la boire. Une peur permanente avec laquelle Barbiane Ménard est obligée de vivre. Pour me brosser les dents, j'utilise une bouteille d'eau. Et quand je me douche, j'utilise cette solution désinfectante et je nettoie tout mon corps avec. Alors pour avoir accès à une eau potable sans dépenser de l'argent dans des bouteilles en plastique, Barbiane Ménard va tous les 10 jours dans l'état voisin, à 45 minutes de route, pour chercher directement de l'eau à la source, une eau réputée non polluée. On est aux États-Unis. C'est dingue. Les gens peuvent penser que ça se passe dans un pays du tiers-monde, mais ils ne comprennent pas que ça arrive dans le pays le plus riche du monde. Le dispositif est plus que sommaire, un simple tuyau en bord d'autoroute, raccordé à une source dans les collines. Alors quand on lui parle du plan du président Biden sur les infrastructures, elle n'y croit pas trop. Il faudrait 55 millions de dollars, rien que pour rénover le système d'eau dans notre comté. Et pour l'instant, on n'a que 250 000 dollars et c'est à diviser entre toutes les infrastructures. Pas d'accès à l'eau potable et bien souvent également pas d'accès au réseau Internet et téléphone. Aucune infrastructure comme nous l'explique le responsable du comté. Les infrastructures ne vont pas jusqu'à la fin de la route. Et dans certains cas, les fournisseurs demandent aux clients de payer pour cette installation. On passe à côté de plein d'opportunités. Les entreprises ne s'installent pas ici, alors que les gens pourraient venir vivre et travailler de chez eux si on avait un vrai réseau Internet. Dans son grand plan sur les infrastructures, le président Biden veut consacrer 65 milliards de dollars à l'installation d'Internet partout dans le pays, un objectif qu'il espère atteindre d'ici 2030. San Diego, paradis des surfeurs, des amoureux des plages et du farniente. Mais dans ce décor de rêve californien, autant sur les plages, dans les parcs magnifiques, dans les lieux touristiques et bien sûr dans bien des quartiers de la ville et du centre de San Diego, les sans-abri se comptent par milliers. Pour se rendre compte de la situation de plus en plus critique, nous suivons l'équipe de Kristen Horney, une infirmière qui sillonne la ville à la rencontre des sans-logis. Dans certains quartiers, leur nombre a presque doublé depuis 2 ans. Les causes sont malheureusement communes à toutes les grandes villes. It is, you know, the drugs are getting stronger, fentanyl's out on the street, it's much more addictive, much more harmful. Parmi les sans-abri qu'elle rencontre, les histoires sont assez similaires. Plus d'emploi, plus de logement, et bien vite, c'est la spirale du désespoir. Parmi les patients du jour, il y a Sheila, dans la rue depuis 3 mois. Problème de santé mentale, une santé physique défaillante, un exemple assez commun dans le travail quotidien de Kristen. A bad day is when you leave people knowing you should have done more. Medical attention today? Plus loin, elle croise Mitchell, un habitué. I see what you're talking about here. Problème de peau, manque de confiance en lui, son esprit n'est pas toujours clair. Surtout quand les services sociaux l'encouragent à se présenter à une foire d'emploi pour essayer de le sortir de la rue. I told them that I would go, and of course my mind tells me one thing, and then my consciousness tells me another thing. Guys, you need any medical care, hygiene kits, Narcan? Okay. All right, take care, be safe. Des trousses d'hygiène, des kits pour traiter les overdoses d'opioïdes, les besoins sont très variés. We always carry some extras. We have these type of snacks for people with no teeth, obviously socks, water, hand sanitizer. Les travailleurs de rue font ce qu'ils peuvent face à cette croissance exponentielle de pauvreté dans la rue. We've been seeing more families, more kids. Our family shelter's full right now. We had some, a 4-year-old and a 12-year-old living out here. We see pregnant women out here now. Justement, ce matin-là, nous rencontrons Ray, 40 ans, une toxicomane qui pense être enceinte. Son besoin immédiat est assez simple.
Elle souhaiterait davantage de douches disponibles pour elle et ses semblables. Le nombre des sans-abri à San Diego s'approcherait dangereusement des 10 000 selon certaines estimations. Pour les commerçants, cela n'a rien de réjouissant pour l'image de la ville. Selon ce conseiller municipal, la solution passe d'abord par des subventions pour aider ceux qui peinent à payer leur loyer et qui sont sur le bord de se retrouver dans la rue. La ville a